Français parlent aux Français. Elle attaque la course en 3e position et elle vise au moins la 2e. Avant les candidatures Bayrou et Villepin, Marine Le Pen était encore créditée il y a 2 semaines de près de 20% d'intention de vote à la présidentielle, plus que les 17% qui ont amené son père au second tour en 2002. Est-elle gênée aujourd'hui par la concurrence d'autres candidats anti-système ou bien reprend-elle un peu son souffle avant une nouvelle ascension? L'électorat populaire lui tend l'oreille, tout comme ceux qui n'ont plus confiance dans les institutions européennes pour nous sortir de la crise, ceux qu'on appelle parfois les invisibles. Mais Marine Le Pen, qu'a-t-elle à proposer en fait? Elle est l'invitée de ces politiques. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors dans les images qu'on a vues, vous l'avez séché, hein, Mélenchon. Vous lui avez dit, j'aime pas être traité de fasciste. Elle est restée un peu rond de flanc. Si vous n'aimez pas être traité de fasciste, comment vous vous définissez? Je suis une patriote. Je suis la présidente d'un mouvement politique et une candidate à la présidentielle qui propose un projet national. Alors que l'ensemble de la classe politique, depuis déjà de nombreuses années, a fait le choix d'une Union européenne de plus en plus fédéraliste, a fait le choix du mondialisme, de l'effacement de la nation et de ses protections naturelles, eh bien moi je plaide pour les protections naturelles qui sont consubstantielles à la nation. Vous n'avez pas du tout prononcé le mot droite. Êtes-vous de droite, Marine Le Pen? Non, je suis ni de droite ni de gauche, parce que la droite et la gauche, en réalité, mènent exactement la même politique. Quand je parle de l'UMPS, ça n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité sur le terrain. C'est une réalité au Parlement européen, c'est une réalité dans les régions, c'est une réalité à l'Assemblée nationale. Sur tous les grands sujets, entendez-moi, qui vont demain déterminer l'avenir de la nation, ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour l'euro, ils sont d'accord pour l'Europe. Donc, si vous voulez, je ne vois pas de différence, en l'occurrence, entre la droite et la gauche. Aujourd'hui, telles qu'elles sont, en tout cas, c'est votre diagnostic. Mais historiquement, la droite, la gauche, ça renvoie à des choses. Au début du Front National, puisque vous avez un jour dit « j'en assume tout le passé », on disait « on est la droite, on est la vraie droite ». Oui, mais entre-temps, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que si à un moment donné de l'histoire du Front National, il y a pu y avoir une différence de degré avec le RPR de l'époque, il y a eu depuis un immense bouleversement qu'il serait, à mon avis, absurde de nier. C'est le bouleversement du mondialisme. C'est la montée de cette idéologie qui vise en réalité au libre-échange total, à la disparition de tout obstacle au commerce, à l'effacement des traditions, des identités, des frontières, au bénéfice de cette fameuse main invisible du marché. Or, si vous voulez, maintenant, vous voyez bien qu'il n'y a plus une différence de degré, il y a une différence de nature. Et qu'en réalité, se sont rapprochés dans ce mondialisme la droite et la gauche qui partagent cette idéologie. Alors, avec eux, quelques degrés de différence entre eux. Il y a les super européens et les hyper européens. Il y a les ultra défenseurs de l'euro et il y a ceux qui veulent la démondialisation. Il y a ceux qui veulent la démondialisation, même à gauche. Ah oui, donc mais vous ça dites que vous êtes dans la même pensée, en quelque sorte, si vous me permettez de la qualifier, de repli sur la nation. En se protégeant du reste du monde. Oui, mais je crois qu'encore une fois, mettre la France à l'abri de la crise, mettre la France à l'abri des excès de la mondialisation dérégulée, ça me paraît être le bon sens. Et je vois bien certaines personnalités de gauche qui se sont rendues compte que ça ne pouvait pas durer. Alors ils ne vont pas jusqu'au bout de leur logique, on voit bien M. Mélenchon, M. Montebourg, ils commencent à contester le constat de la mondialisation, constat que nous dénonçons depuis de très nombreuses années. Mais ils ne vont pas au bout de leur logique parce qu'ils restent au fondement des internationalistes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à expliciter, même si je pense qu'au fond d'eux ils le ressentent, qu'en réalité la structure nationale est vraiment la seule qui peut réarmer notre pays face à la mondialisation. Que l'État stratège est le seul qui puisse, par l'intermédiaire d'un protectionnisme économique, d'une priorité donnée à nos entreprises, faire jouer à jeu égal, si vous voulez, avec cette mondialisation dérégulée. La nation pour nous armer, mais aussi pour nous isoler. C'est exactement ce que vous venez de dire. Pourquoi nous isoler? Est-ce que ce n'est pas ce que vous venez de dire? Non, non, pas du tout. Je ne crois pas du tout à l'isolement, moi. Moi, je crois que la liberté n'est pas l'isolement. Je demande à ce qu'on retrouve les leviers de notre liberté, de notre souveraineté. Moi, je pense qu'il n'y a que le peuple français qui a raison. Et que la souveraineté vient du peuple français. Je veux donc lui rendre sa liberté de décider.
La liberté n'est pas l'isolement. La Chine est encore une fois... La fermeture n'est pas l'isolement. Mais non, mais pourquoi la fermeture? Mais vous l'avez dit. La protection. Mais non. Protéger mais la protéger. Vous savez, c'est comme les frontières. C'est comme une fenêtre. Vous avez des fenêtres chez vous. Les Français ont des fenêtres chez eux. Un coup, ils les ouvrent en grand quand ils ont trop chaud à l'intérieur. Un coup, ils les mettent à l'espagnolette. Un coup, ils les ferment. C'est eux qui décident de ce qui est utile de faire avec leurs fenêtres. Eh bien, les frontières, c'est la même chose. Moi, je veux que le peuple français puisse décider en fonction de son intérêt que, eh bien, pour tel produit, il y aura tel quota, que pour tel produit, il y aura des droits de douane, que nous allons maîtriser en fonction de l'intérêt économique qui est le nôtre, ce que nous laissons entrer, à quel prix nous le laissons entrer, pour éviter cette concurrence internationale déloyale qui a quand même coûté à la France 500 000 emplois industriels dans les 5 dernières années. On va en parler, parce qu'on va avoir tout un moment, notamment sur la réindustrialisation de la France que vous souhaitez. Mais bon, quelques questions personnelles quand même. Je sais que vous détestez, quand vous parle de votre père, bon, je ne vais pas insister trop longtemps, mais tout de même, vous êtes un peu, comment dire, une dynastie. On croyait que c'était réservé aux États-Unis, les Kennedy, les Bush. Là, c'est assez unique quand même en France. Quelqu'un qui a fondé un parti, sa fille est le prochain président. Comment vous vivez ça? Oui, enfin, c'est pas si unique que ça. Je veux dire, vous avez d'autres exemples? Bah, excusez-moi, Madame Aubry, enfin bon, il y en a quand même un certain nombre d'autres. Des responsables politiques dont les parents faisaient de la politique et étaient eux-mêmes élus, il y en a toute une série. Madame Bachelot, et j'en passe et des meilleurs, Madame Kosciusko-Morizet, etc., etc. Il y en a tout de même un certain nombre. Alors, il y en a peut-être moins que chez les journalistes, ça je vous l'accorde, mais c'est vrai qu'il y en a tout de même un certain nombre. C'est pas que je supporte pas qu'on me parle de mon père. J'en parle d'ailleurs dès que j'en ai la possibilité. Et j'exprime l'admiration que j'ai pour le parcours qui est le sien. Mais je crois que, si vous voulez, il y a une tendance un peu blessante à vouloir en permanence me limiter en quelque sorte au fait que je suis sa fille. Je pense que les Français me voient tel que je suis, avec la personnalité qui est la mienne. Ils voient bien que nous n'avons pas la même personnalité, parce que nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas les mêmes références. Et je pense qu'aujourd'hui, Marine a fait sa place à côté, le prénom a fait sa place à côté du nom. Ah, il y a beaucoup de commentaires sur la différence ou les ressemblances entre lui et vous. Pour moi, je voudrais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous avez changé au Front National? C'est-à-dire que j'ai adapté le Front National, mais ce qui est tout à fait normal, ce que François le fait depuis déjà un certain nombre d'années, à la situation actuelle. Il est évident que si j'étais arrivé aujourd'hui en défendant les problématiques qui étaient les problématiques essentielles il y a 25 ans, sans tenir compte de l'évolution politique, économique de la France, on me regarderait la France avec des grands yeux. C'est un des tout premiers slogans du Front National dès les années 70. Mais oui, parce que je crois qu'il y avait quand même véritablement un aspect visionnaire dans les éléments que le Front National a posés dans le débat politique français. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la priorité nationale, qui est le fait d'accorder une priorité à ceux qui ont la nationalité française par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, etc., est une idée qui commence à faire son chemin. Regardez, on ne cesse de parler aujourd'hui du produisons français. Donc ce patriotisme, oui, mais voyez, justement, ça, ce patriotisme économique, je pense qu'on a été visionnaire sur ces sujets-là. Il y a d'autres pays qui les appliquent d'ailleurs. On vous pique un peu vos idées, là, ça vous énerve? Non, non, ça m'énerve pas. Non, je regarde ça avec le sourire parce que je m'aperçois que ce sont autant de victoires idéologiques. C'est que, somme toute, on ne cesse de me critiquer, mais que tous les partis politiques semblent être lourdement en panne d'imagination. Et quand on est en panne d'imagination, on se tourne vers Marine Le Pen et le Front National en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait dire que Marine Le Pen a pu expliciter dans les dernières semaines. Ça a été vrai sur le fondamentalisme islamique, sur la laïcité, c'est vrai sur l'euro, c'est vrai sur la crise de la zone euro, c'est vrai sur l'État stratège, sur la nécessité d'un État fort. Aujourd'hui, c'est vrai sur le patriotisme économique que je défends depuis de très très nombreux mois, souvent d'ailleurs sous les regards de mépris. Écoutez, je viens de convaincre l'ensemble de la classe politique française. Ça prouve que ce que je dis est donc bien cohérent, lucide, efficace, performant. Ce que je ne voudrais pas, en revanche, permettez-moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'ils disent la même chose que moi pour m'empêcher de le faire. Ça m'ennuierait. Par exemple, quand, je sais pas, la droite populaire communique dans Minutes.
qui est une partie de l'UMP, où il y a une ça vous énerve? Oui, mais je crois que la droite populaire, personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, de ce slogan publicitaire, ils le disent eux-mêmes, ils sont là pour tenter de sauver Nicolas Sarkozy à tout prix et pour tenter de récupérer les électeurs qui se sont détournés de Nicolas Sarkozy. Ça va marcher? Je crois pas. Ils vont siphonner vos voix? Non, je crois pas. Je crois pas, honnêtement. Ils prennent un peu les Français pour des enfants. Je veux dire, ils pensent qu'il suffit de les payer de mots. Les Français, eux, ils ont vu ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Surtout, ils ont vu ce qu'il n'a pas fait. Et je suis pas sûr qu'ils soient prêts à se faire avoir une deuxième fois, comme ça a été le cas en 2007, où ils ont cru, c'est vrai, à toutes les belles promesses du président de la République, et sur l'immigration, sur la sécurité, sur le patriotisme économique, sur la protection aux frontières. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, il avait fait exactement l'inverse. Alors Marine Le Pen, on aurait pu ajouter samedi, là qui n'est pas dans ce sujet. Samedi, il y a eu ces grèves d'Air France. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez des syndicats qui appellent à la grève, en général d'ailleurs. Bah, écoutez, moi je suis pour le droit de grève. Je pense que c'est une liberté, c'est incontestable, mais je crois qu'il y a un très gros problème avec les syndicats actuellement, parce qu'en réalité, les syndicats ne sont pas... nous n'avons pas la possibilité d'avoir des syndicats libres en France, si vous voulez. Et du coup, ils représentent une proportion qui est dérisoire du nombre de salariés, et il faut donc ouvrir le syndicalisme à des syndicats qui soient totalement libres. Quant à l'appel à la grève, spécifiquement, les week-ends de départ en vacances, je trouve ça objectivement scandaleux. Je pense qu'il devrait y avoir tout de même, ne serait-ce qu'à cause du trouble à l'ordre public que représentent ces blocages des transports pendant les grands week-ends de déplacement des Français, pendant les grandes vacances, si vous voulez, des départs et les retours de vacances. Il devrait quand même y avoir, puisqu'il n'y a pas de responsabilité, d'État responsable de la part des syndicats, il faudrait quand même qu'il y ait une limitation. Il n'est plus supportable de prendre la population. Vous êtes pour le droit de grève, avez-vous dit, mais très encadré. Non, pas très encadré. Il a le droit, encore une fois, il a le droit de faire la grève. Il n'y a pas le droit de bloquer un pays et de faire payer aux populations. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à expliciter, même si je pense qu'au fond d'eux, ils le ressentent, qu'en réalité, la structure nationale est vraiment la seule qui peut réarmer notre pays face à la mondialisation. Que l'État stratège est le seul qui puisse, par l'intermédiaire d'un protectionnisme économique, d'une priorité donnée à nos entreprises, faire jouer à jeu égal, si vous voulez, avec cette mondialisation dérégulée. La nation pour nous armer, mais aussi pour nous isoler. C'est exactement ce que vous venez de dire. Pourquoi nous isoler? Est-ce que ce n'est pas ce que vous venez de dire? Non, non, pas du tout. Je ne crois pas du tout à l'isolement, moi. Moi, je crois que la liberté n'est pas l'isolement. Je demande à ce qu'on retrouve les leviers de notre liberté, de notre souveraineté. Moi, je pense qu'il n'y a que le peuple français qui a raison. Et que la souveraineté vient du peuple français. Je veux donc lui rendre sa liberté de décider. La liberté n'est pas l'isolement. La Chine est encore une fois... Vous dites la fermeture n'est pas l'isolement. Mais non, mais pourquoi la fermeture? Mais vous l'avez dit. La protection. Mais non. Protéger mais la protéger. Vous savez, c'est comme les frontières. C'est comme une fenêtre. Vous avez des fenêtres chez vous. Les Français ont des fenêtres chez eux. Un coup, ils les ouvrent en grand quand ils ont trop chaud à l'intérieur. Un coup, ils les mettent à l'espagnolette. Un coup, ils les ferment. C'est eux qui décident de ce qui est utile de faire avec leurs fenêtres. Eh bien, les frontières, c'est la même chose. Moi, je veux que le peuple français puisse décider, en fonction de son intérêt, que, eh bien, pour tel produit, il y aura tel quota, que pour tel produit, il y aura des droits de douane, que nous allons maîtriser, en fonction de l'intérêt économique qui est le nôtre, ce que nous laissons entrer, à quel prix nous le laissons entrer, pour éviter cette concurrence internationale déloyale qui a quand même coûté à la France 500 000 emplois industriels dans les 5 dernières années. Alors on va en parler, parce qu'on va avoir tout un moment
notamment sur la réindustrialisation de la France que vous souhaitez. Mais bon, quelques questions personnelles quand même. Je sais que vous détestez quand vous parle de votre père. Bon, je ne vais pas insister trop longtemps, mais... Accorder une priorité à ceux qui ont la nationalité française par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, etc., est une idée qui commence à faire son chemin. Regardez, on ne cesse de parler aujourd'hui du produisons français. Donc ce patriotisme, oui, mais voyez, justement, ça ce patriotisme économique, je pense qu'on a été visionnaire sur ces sujets-là. Il y a d'autres pays qui les appliquent d'ailleurs. On vous pique un peu vos idées là, ça vous énerve ? Non, non, ça m'énerve pas. Non, je regarde ça avec le sourire parce que je m'aperçois que ce sont autant de victoires idéologiques. C'est que somme toute, on ne cesse de me critiquer, mais que tous les partis politiques semblent être lourdement en panne d'imagination. Et quand on est en panne d'imagination, on se tourne vers Marine Le Pen et le Front National en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait dire que Marine Le Pen a pu expliciter dans les dernières semaines. Ça a été vrai sur le fondamentalisme islamique, sur la laïcité, c'est vrai sur l'euro, c'est vrai sur la crise de la zone euro, c'est vrai sur l'État stratège, sur la nécessité d'un État fort. Aujourd'hui, c'est vrai sur le patriotisme économique que je défends depuis de très très nombreux mois, souvent d'ailleurs sous les regards de mépris. Bah écoutez, je viens de convaincre l'ensemble de la classe politique française. Ça prouve que ce que je dis est donc bien cohérent, lucide, efficace, performant. Ce que je ne voudrais pas, en revanche, permettez-moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'ils disent la même chose que moi pour m'empêcher de le faire. Ça m'ennuierait. Par exemple, quand, je sais pas, la droite populaire communique dans Minutes, qui est une partie de l'UMP, où il y a une ça vous énerve? Oui, mais je crois que la droite populaire, personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, de ce slogan publicitaire, ils le disent eux-mêmes, ils sont là pour tenter de sauver Nicolas Sarkozy à tout prix et pour tenter de récupérer les électeurs qui se sont détournés de Nicolas Sarkozy. Ça va marcher? Je crois pas. Ils vont siphonner vos voix? Non, je crois pas. Je crois pas, honnêtement. Ils prennent un peu les Français pour des enfants. Je veux dire, ils pensent qu'il suffit de les payer de mots. Les Français, eux, ils ont vu ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Surtout, ils ont vu ce qu'il n'a pas fait. Et je suis pas sûr qu'ils soient prêts à se faire avoir une deuxième fois, comme ça a été le cas en 2007, où ils ont cru, c'est vrai, à toutes les belles promesses. Ils vont demain déterminer l'avenir de la nation. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour l'euro, ils sont d'accord pour l'Europe. Donc, si vous voulez, je ne vois pas de différence, en l'occurrence, entre la droite et la gauche. Aujourd'hui, telles qu'elles sont, en tout cas, c'est votre diagnostic. Mais historiquement, la droite, la gauche, ça renvoie à des choses. Au début du Front National, puisque vous avez un jour dit « j'en assume tout le passé », on disait « on est la droite, on est la vraie droite ». Oui, mais entre-temps, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que si à un moment donné de l'histoire du Front National, il y a pu y avoir une différence de degré avec le RPR de l'époque, il y a eu depuis un immense bouleversement qu'il serait, à mon avis, absurde de nier. C'est le bouleversement du mondialisme. C'est la montée de cette idéologie qui vise en réalité au libre-échange total, à la disparition de tout obstacle au commerce, à l'effacement des traditions, des identités, des frontières, au bénéfice de cette fameuse main invisible du marché. Or, si vous voulez, maintenant, vous voyez bien qu'il n'y a plus une différence de degré, il y a une différence de nature. Et qu'en réalité, se sont rapprochés dans ce mondialisme la droite et la gauche qui partagent cette idéologie. Alors, avec eux, quelques degrés de différence entre eux. Il y a les super européens et les hyper européens. Il y a les ultra défenseurs de l'euro et il y a ceux qui veulent la démondialisation. Il y a ceux qui veulent la démondialisation, même à gauche. Ah, oui, donc mais vous ça, dites que vous êtes dans la même pensée, nouveau. En quelque sorte, si vous me permettez de la qualifier, de repli sur la nation. En se protégeant du reste du monde. Oui, mais je crois qu'encore une fois, mettre la France à l'abri de la crise, mettre la France à l'abri des excès de la mondialisation dérégulée, ça me paraît être le bon sens. Et je vois bien certaines personnalités de gauche qui se sont rendues compte que ça ne pouvait pas durer. Alors ils ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. On voit bien M. Mélenchon, M. Montebourg, ils commencent à contester le constat de la mondialisation, constat que nous dénonçons depuis de très nombreuses années. Mais ils ne vont pas au bout de leur logique parce qu'ils restent au fondement des internationalistes. Les Français parlent aux Français.
Elle attaque la course en 3e position et elle vise au moins la 2e. Avant les candidatures Bayrou et Villepin, Marine Le Pen était encore créditée il y a 2 semaines de près de 20% d'intention de vote à la présidentielle, plus que les 17% qui ont amené son père au second tour en 2002. Est-elle gênée aujourd'hui par la concurrence d'autres candidats anti-système ou bien reprend-elle un peu son souffle avant une nouvelle ascension? L'électorat populaire lui tend l'oreille, tout comme ceux qui n'ont plus confiance dans les institutions européennes pour nous sortir de la crise, ceux qu'on appelle parfois les invisibles. Mais Marine Le Pen, qu'a-t-elle à proposer en fait? Elle est l'invitée de ces politiques. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors dans les images qu'on a vues, vous l'avez séché, hein, Mélenchon. Vous lui avez dit, j'aime pas être traité de fasciste. Elle est restée un peu rond de flanc. Si vous n'aimez pas être traité de fasciste, comment vous définissez? Je suis une patriote. Je suis la présidente d'un mouvement politique et une candidate à la présidentielle qui propose un projet national. Alors que l'ensemble de la classe politique, depuis déjà de nombreuses années, a fait le choix d'une Union européenne de plus en plus fédéraliste, a fait le choix du mondialisme, de l'effacement de la nation et de ses protections naturelles, eh bien moi je plaide pour les protections naturelles qui sont consubstantielles à la nation. Vous n'avez pas du tout prononcé le mot droite. Êtes-vous de droite, Marine Le Pen? Non, je suis ni de droite ni de gauche, parce que la droite et la gauche, en réalité, mènent exactement la même politique. Quand je parle de l'UMPS, ça n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité sur le terrain. C'est une réalité au Parlement européen, c'est une réalité dans les régions, c'est une réalité à l'Assemblée nationale. Sur tous les grands sujets, entendez-moi, qui vont... Tout de même, vous êtes un peu, comment dire, une dynastie. On croyait que c'était réservé aux États-Unis, les Kennedy, les Bush. Là, c'est assez unique quand même en France. Quelqu'un qui a fondé un parti, sa fille est le prochain président. Comment vous vivez ça? Oui, enfin, c'est pas si unique que ça. Je veux dire, vous avez d'autres exemples? Bah, excusez-moi, Madame Aubry, enfin bon, il y en a quand même un certain nombre d'autres. Des responsables politiques dont les parents faisaient de la politique et étaient eux-mêmes élus, il y en a toute une série, Madame Bachelot, et j'en passe et des meilleurs, Madame Kosciusko-Morizet, etc., etc. Il y en a tout de même un certain nombre. Il y en a peut-être moins que chez les journalistes, ça je vous l'accorde, mais c'est vrai qu'il y en a tout de même un certain nombre. C'est pas que je supporte pas qu'on me parle de mon père. J'en parle d'ailleurs dès que j'en ai la possibilité. Et j'exprime l'admiration que j'ai pour le parcours qui est le sien. Mais je crois que, si vous voulez, il y a une tendance un peu blessante à vouloir en permanence me limiter en quelque sorte au fait que je suis sa fille. Je pense que les Français me voient tel que je suis, avec la personnalité qui est la mienne. Ils voient bien que nous n'avons pas la même personnalité, parce que nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas les mêmes références. Et je pense qu'aujourd'hui, Marine a fait sa place à côté, le prénom a fait sa place à côté du nom. Il y a beaucoup de commentaires sur la différence ou les ressemblances entre lui et vous. Bon, moi, je voudrais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous avez changé au Front National? C'est-à-dire que j'ai adapté le Front National, mais ce qui est tout à fait normal, ce que François le fait depuis déjà un certain nombre d'années, à la situation actuelle. Il est évident que si j'étais arrivé aujourd'hui en défendant les problématiques qui étaient les problématiques essentielles il y a 25 ans, sans tenir compte de l'évolution politique, économique de la France, on me regarderait la France avec des grands yeux. C'est un des tout premiers slogans du Front National dès les années 70. Mais oui, parce que je crois qu'il y avait quand même véritablement un aspect visionnaire dans les éléments que le Front National a posés dans le débat politique français. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la priorité nationale, qui est le fait